Pour notre avant-dernière conférence de la saison, dont je vous rappelle le titre « Pensons une nouvelle société », en particulier ce soir, l'abstention, aveu de renoncement ou acte de révolte. Aux dernières élections départementales, un électeur sur deux pratiquement s'est abstenu et cela se vérifie à chaque élection, même pour l'élection présidentielle. Et avec cette situation se pose peut-être la question de la légitimité. N'est-ce pas un problème lorsqu'un homme politique est élu avec si peu de suffrages? L'abstention n'est pas quelque chose de passif, c'est un mouvement actif pour manifester le fait que désormais, la démocratie, soi-disant représentative, est devenue en réalité un régime censitaire où les riches font les lois pour les riches et où le peuple, les ouvriers, les employés par exemple, n'est plus du tout représenté dans les assemblées nationales. Je vous citerai quelques chiffres. Ouvriers et employés représentent 52% de la population active, mais seulement 1% à l'Assemblée nationale. 81% des députés et des sénateurs sont des professions libérales, des avocats d'affaires, des patrons. Ils vont faire des lois pour défendre leurs intérêts et vont transformer leurs intérêts de classe en intérêts universels. Pourtant, l'élection, quelle qu'elle soit, est un enjeu de vie. On élit nos représentants à tous les niveaux de la société et on peut se poser la question, peut-on alors faire vivre une société en se privant de la moitié de la population? Ces électeurs qui considèrent que voter ne sert à rien se trouvent essentiellement dans les catégories populaires. Pourquoi? N'ont-ils plus de perspective à gauche? Considèrent-ils que les élus et les partis de gauche ne sont plus aptes à changer leur vie? Ce capitalisme cynique, parfois destructeur, parfois créateur de richesses, n'a-t-il pas besoin de se priver d'un peuple intelligent, actif, capable de prendre son avenir en main, de décider par lui-même de ce qu'il veut? Est-ce un droit ou un devoir de voter? Est-ce qu'à l'école, l'enseignement de l'instruction civique est à la hauteur des enjeux de vie, des choix de société? Est-ce qu'on doit arriver au vote obligatoire? Comment faire prendre conscience de l'invraisemblance de cette situation? Il faut peut-être un déclic. Il faut qu'on se dise « j'ai ma part de responsabilité, on ne peut pas continuer comme ça ». Et cet indispensable temps de la pensée est au cœur de nos luttes et de notre bataille. Alors après les interventions de nos deux conférenciers, on pourra débattre de ces questions et d'autres concernant l'abstention. À juste raison, André a posé beaucoup de questions, sans doute les questions que vous vous posez, et tant d'autres. Pour débuter, messieurs, la balle est, si je puis dire, à votre table, sinon dans votre camp. Et pour commencer, Gilles Alfonsi. Gilles Alfonsi est un des animateurs nationaux de l'Association des communistes unitaires. À ce titre, je crois, Gilles, qu'on peut dire que tu es la cheville ouvrière du petit journal que je me permets de vous recommander, qui s'appelle Cerise, petit mais distribué à plus de 40 000 exemplaires. Et par ailleurs, c'est un des animateurs de cette nouvelle organisation qui est membre du Front de Gauche, Ensemble. Gilles. Merci. Au travers du texte d'invitation à cette conférence débat, au travers de son évocation de l'abstention, de ses causes et des enjeux qu'elle recouvre, c'est bien sûr la grande question de la démocratie qui est sur la table ce soir. Je voudrais mettre en débat trois thématiques avec quelques idées sur chacune. La première concerne l'actuel délabrement, délitement de la démocratie. La seconde concerne les enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés et les solutions apportées par certains. La troisième concerne la formulation d'une alternative démocratique par ceux que j'appelle les partisans de l'émancipation, qui peuvent se réclamer du communisme, comme je le souhaite pour ma part, mais qui peuvent souhaiter s'appeler autrement. Alors, première idée, nous vivons une époque malheureusement extraordinaire de perte de substance de la démocratie. Il y a un enjeu sur ce diagnostic, parce qu'en fonction du diagnostic, on n'apporte pas les mêmes réponses, sans parler de solutions.
Il existe bien sûr de multiples formes de cette désaffection. La participation électorale en berne en est l'illustration la plus connue. L'abstention est la face visible de cet iceberg. Je le mesure à Saint-Denis, où j'habite, où la municipalité est élue avec 20 000 voix sur un nombre d'habitants autour de 110 000 recensés. Voyons d'ailleurs l'enjeu de la non-participation dans un sens plus large. Il y a ceux qui sont exclus de la citoyenneté électorale, les étrangers non communautaires. Il y a ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ils sont nombreux. Et il y a ceux qui ne s'expriment pas alors qu'ils pourraient le faire, qui en ont le droit. Cela fait longtemps que les taux de participation ont commencé à baisser, et il est vrai qu'il y a des différences importantes selon les scrutins, mais disons tout de même qu'il existe une tendance forte, massive, à ne plus se déplacer. Je pense qu'il faut prendre garde à ne pas projeter sur la réalité notre désir. Nous voudrions peut-être que l'abstention soit une manifestation de révolte. Et aussi, nous avons des raisons de penser qu'elle peut être une manifestation de colère. Bien sûr, il n'y a pas de réalité ou de motivation uniforme. Mais je soulignerai qu'il existe une autre possibilité qui est une forme assez banalisée de désintérêt, de désaffiliation d'une partie significative de la société pour le système démocratique existant. Mais je n'ai pas dit de désintérêt pour la politique ou pour les idées. Cela doit amener, selon moi, à conduire à élargir le sujet. Au-delà de la question du vote, il faut parler de la distance croissante entre les institutions et les citoyens. La distance prise par les institutions vis-à-vis des citoyens et la distance prise par les citoyens vis-à-vis des institutions. Nous identifions une crise de la représentation politique dans ces deux dimensions que je viens d'évoquer, qui bien sûr ne recouvrent pas globalement le champ des relations entre institutions et citoyens. Ces relations sont multiples, nombreuses, contradictoires quand il s'agit de l'action publique. Il n'y a peut-être jamais eu autant de liens, de rapports entre institutions et citoyens. Mais un paradoxe est précisément que cette profusion de liens va avec le délitement de la démocratie, avec l'affaissement de la légitimité de la représentation. Une manière d'en parler est de souligner un sentiment général, que la parole politique n'est pas honnête ni fidèle, qu'elle est de toute façon impuissante, que les promesses et les programmes n'engagent que ceux qui les croient et que ceux-ci sont systématiquement bafoués et même que c'est normal. Par les temps qui courent, il faudrait être en effet un peu fou pour croire au programme, ou en tout cas pour croire tous ceux qui prétendent qu'il serait possible de mettre en œuvre des avancées sociales, économiques, culturelles, éducatives, des avancées émancipatrices, sans bousculer en profondeur les rapports économiques et sociaux. Mais nous pouvons situer notre réflexion sur un autre niveau, celui d'un mouvement historique, afin de comprendre que ce qui est en crise vient de loin, que la crise démocratique est substantielle, qu'elle n'est pas conjoncturelle, et que la suite, qui bien sûr n'est pas écrite, nécessite des ruptures, disons de la révolution. Un peu d'histoire donc. Partons de cet élément simple. Dans les livres d'histoire du XXe siècle, le capitalisme et la démocratie faisaient officiellement bon ménage. De quoi parlons-nous? Des systèmes représentatifs, du pluralisme politique, des changements de majorité, de l'existence de contre-pouvoirs, d'une culture des relations sociales faite de rapports de force, mais aussi de compromis, donc de la prise en compte de la vie de la société. Les critiques du capitalisme soulignaient la force que constitue la plasticité du système, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Sa capacité à prendre en compte, à résorber, à absorber les différences, les points de vue opposés, et sa capacité à laisser des marges. Notre système démocratique a longtemps été fait de cette capacité à construire un consensus national, qui prend la forme, par exemple, de l'expression à laquelle tout le monde se réfère sans prudence, et souvent à laquelle nous nous référons nous-mêmes, celle de l'intérêt général. C'est bien souvent au nom de l'intérêt général que nous manifestons, que nous revendiquons, et lorsque nous parlons de l'intérêt général, c'est pour montrer combien la réalité sociale, les inégalités et les discriminations vont à l'encontre de la générosité des textes républicains. C'est quelque chose qui mérite d'être travaillé, car il y a matière non seulement à constater l'écart entre les promesses républicaines et les réalités vécues quotidiennement et collectivement, ça c'est ce que nous portons en général dans nos discours, mais il faut aussi mesurer que proclamer l'intérêt général
Lorsqu'on est du côté du pouvoir, cela peut être se cacher derrière un masque en toute hypocrisie. Ainsi, toutes les réformes mises en œuvre par les gouvernements de gauche et de droite, de toutes sortes et depuis des années, le sont au nom de l'intérêt général. Cela doit nous questionner. Mais je reprends cette question de l'histoire de l'assimilation entre capitalisme et démocratie. N'oublions pas deux choses. D'abord, cette assimilation était possible parce qu'il existait le mur de Berlin, parce qu'il existait des pouvoirs autoritaires à l'est de l'Europe, parce que le pluralisme politique, les contre-pouvoirs existaient à l'ouest et non à l'est. Cette assimilation s'appuyait sur cette réalité incontournable que nous ne devons pas ignorer ou minorer. En même temps, c'est la seconde chose, n'oublions pas que ce système assimilé à la démocratie était déjà éminemment critiquable. C'est un système économique, social, culturel, politique, dont la puissance s'est établie par la force, par la domination et l'exploitation des colonies. C'est un système qui a toujours eu une large part d'ombre, qui en a d'ailleurs toujours une aujourd'hui. Politique extérieure occulte, financement occulte, politique d'armement et militaire occulte, qui a toujours exclu des millions de citoyens de la citoyenneté électorale. Et c'est un système de plus en plus présidentiel. Cependant, il y a du nouveau. Une rupture est en cours, à moins qu'elle n'ait déjà eu lieu. Je crois que nous sommes déjà très loin de ce système où tout compte fait, chacun pouvait se dire que sa voix pouvait compter, qu'un mouvement social pouvait peser, qu'une majorité, et donc une politique, pourrait changer les choses. Regardons la Grèce. Nous avons devant les yeux l'affrontement entre une délibération démocratique et une imposition autoritaire, technocratique, bureaucratique. Un pays est conduit à négocier la liste des réformes qu'il entend conduire. Regardons les mouvements sociaux. Il n'y a presque plus de mouvements sociaux qui obtiennent des gains significatifs. Ne regardons pas juste les exceptions qui sont heureuses mais qui sont marginales. Nous sommes dans la situation où le mouvement social, depuis de nombreuses années, ne parvient plus à arracher des victoires, ni même à stopper des mauvaises réformes. Regardons le PS et le gouvernement Valls, entièrement pris dans la logique libérale. Ils ne sont plus seulement dans l'idée que l'État ne peut pas tout, comme Jospin, Premier ministre. Ils sont dans le choix assumé qu'il n'y a qu'une seule politique économique possible et dans l'idée de l'imposer. Regardons la reconfiguration en cours de l'action publique, le débat sur le rôle de l'État, la manière dont l'État se débarrasse de responsabilités importantes sur les collectivités tout en les privant des moyens de les mettre en œuvre, en phagocytant leur autonomie, contre la démocratie locale. Ce sont là des faits nouveaux, ou disons récents, qui ne sont pas intervenus d'un seul coup, mais dont il faut faire le constat pour ne pas croire à une simple évolution conjoncturelle, qui pourrait mollement se retourner à la faveur d'une alternance politique par exemple. Depuis 1983, nous avons fait l'expérience de l'illusion qu'il serait possible d'influencer réellement le cours des choses par la conquête de suffrages. Or, les alternatives électorales ont été transformées en alternances et les alternances ont servi à contraindre le pays à se conformer au mouvement planétaire en faveur du néolibéralisme. Je n'ai pas le temps de développer, mais juste un moment sur le pouvoir de l'oligarchie, dont l'une des forces est de brouiller qui est responsable de quoi, de telle sorte qu'on ne sait plus qui a le pouvoir et qui décide. En tout cas, force est de constater qu'il y a bien des institutions qui agissent maintenant délibérément contre les peuples, et cela aux yeux de tous. Cependant, le désaveu et le problème démocratique ne concernent pas seulement les élections et les institutions, ni seulement les hommes politiques et les programmes. Il concerne toutes les formes classiques de l'engagement. Et cela aussi devrait nous interpeller, car nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos du libéralisme. Parlons donc de la désaffection vis-à-vis des syndicats. Leur représentativité parmi les salariés est fortement écornée, mais il existe aussi un questionnement légitime sur leur rôle, leur fonction, leur fonctionnement, la nature de leur rapport et de leur rapport avec les salariés, et celle entre responsables syndicaux, on dit encore les dirigeants, et les syndiqués. C'est comme dans les partis. Parlons aussi de l'essoufflement des associations. Beaucoup sont fatigués pour de multiples raisons. Vieillissement des cadres, manque de moyens, manque d'adhérents, manque de disponibilité des militants. On sent bien que quelque chose va au-delà de la simple question de l'adversité avec les institutions, qui aurait pu, dans un autre contexte, dans d'autres temps, conduire à renforcer des contre-pouvoirs, à développer des alternatives. On sent bien que quelque chose s'épuise. Au total, ce sont toutes les figures de la représentation qui sont en cause. L'électeur,
l'adhérent, le militant, le représentant, voire le dirigeant, l'élu. Deuxième faisceau d'idées, les solutions apportées par d'autres à la crise de la démocratie et les enjeux contemporains auxquels nous sommes confrontés. Excusez-moi, parce que je manque d'eau. J'ai décrit rapidement différentes dimensions du délitement démocratique dont nous sommes les témoins, et finalement, à notre façon, les acteurs. Est engagée une sorte de guerre des solutions, ou des prétendues solutions, des fausses solutions. Une première soi-disant solution a été énoncée la semaine dernière par Claude Barthelone, entre autres, vous y avez fait allusion. Il proposait peu ou prou d'instaurer l'obligation de voter. Que fait-il en faisant cela? Mais tout simplement, il retourne les responsabilités. Les électeurs se détournent du vote car ils estiment qu'il ne sert à rien de voter. Le président de l'Assemblée nationale stigmatise l'irresponsabilité des citoyens. Il considère, il faut oser quand même, que ce sont les citoyens qui ont tort. C'est un peu comme quand, au plan économique, plutôt que d'accuser le libéralisme et l'exploitation, ou la tyrannie néolibérale, on fait le procès de l'individu consommateur. Cette inversion des responsabilités. Est-ce que vous voulez un peu d'eau? Mais c'est vrai, tout à fait vrai. Ça peut aider. Excusez-moi, monsieur, merci. Ça fait une respiration. Cette inversion des responsabilités est un enjeu considérable pour justifier que l'on affronte ou pas les véritables enjeux. Dans cette proposition de l'obligation de voter, il y a une double dimension. Elle est à la fois dérisoire et absurde. Elle est dérisoire car il est question d'un immense problème pour le pays, le problème démocratique, quelque chose qui engage rien moins que l'organisation de la vie et le fonctionnement de la société, et que la réponse est une sorte de mesure de police, une mesure répressive. Cette proposition est aussi absurde ou ridicule car inapplicable. L'indiscipline va continuer. Et si l'on veut déconsidérer toujours davantage le système institutionnel, on porte ce type de proposition qui ne fait qu'aggraver le problème en le masquant, en demandant à chacun d'être discipliné. Une autre manière de répondre à la crise démocratique consiste à être dans l'incantation démocratique. Faire la course entre partis, entre organisations, pour faire croire que l'on pourrait mieux agir que ceux qui sont en place, pour mettre en œuvre une politique différente. Or, et le pouvoir grec en fait la douloureuse expérience, les contraintes sont immenses. Et pour que des changements soient possibles, même des changements relativement modestes, comme ceux que porte Syriza, avec la mise en œuvre d'une politique, disons, de type néo-keynésienne, eh bien, il semble qu'il faille faire trembler les fondations des États et de l'Union européenne. Il n'y a plus les marges que nous connaissions il y a 30 ou 40 ans. Il y a un verrou avec l'enjeu pour les libéraux qu'ils ne sautent pas parce qu'il constituerait un précédent dangereux. Encore une autre manière de répondre au problème de la démocratie, c'est d'une certaine manière de lui tourner le dos. On peut le faire d'au moins deux façons. Une première est ancienne, c'est l'hostilité à l'appropriation populaire de la politique, la vision élitiste. Elle considère que l'égalité est néfaste et que la vie démocratique signifie le désordre. On trouve en filigrane du point de vue des possédants l'idée d'un péril que la société courrait du fait que les pauvres en voudraient toujours plus. Trop de gens prétendent au privilège de l'individualité qui serait une bonne chose pour l'élite mais un désastre pour la civilisation. Cependant, il existe une autre manière de tourner le dos à la démocratie qui se rapproche de nous, si je puis dire. Cela peut consister à pousser la critique de la démocratie jusqu'à considérer qu'elle ne serait que confiscation du pouvoir ou seulement des possessions. Et là, il y a un débat nécessaire, il y a un désaccord à assumer, je pense, avec le philosophe Alain Badiou, dont la parole porte large et concerne de manière très explicite le communisme. Dans son livre tout récent, « Quel communisme ?», passionnant par ailleurs, il dit ceci, je cite. « Je pense que ce qu'on appelle démocratie, c'est simplement l'organisation du pouvoir hégémonique dominant. La politique qui existe là sous le nom de démocratie n'est pas démocratique du tout.
Est-ce que les gens ont un pouvoir quelconque? Non, on le sait très bien. Ils n'ont aucun pouvoir aujourd'hui. Absolument aucun. Fin de citation. Il me semble qu'il faut faire attention à un discours trop unilatéral qui conduirait à nous placer du côté des antidémocrates. Il y a quelque chose d'excessif, et d'ailleurs l'auteur lui-même est conduit à nuancer son propos en évoquant un peu plus loin, dans le même livre, l'existence de formes politiques avancées en Europe de l'Ouest. Cependant, il dit ceci sur la Chine. Je n'ai aucune raison de lutter pour que la Chine soit démocratique, ça m'est complètement égal. Elle le deviendra toute seule quand elle sera assez riche, c'est tout. Et ça, c'est l'histoire du capital lui-même, ce n'est pas ma propre histoire. Fin de citation. Alors bien sûr, il y a une part de vérité à dire que la démocratie est le régime politique approprié aux formes les plus développées du capitalisme contemporain. Mais d'une part, c'est plutôt un certain type de démocratie qui correspond à ce régime, et non la démocratie en général. Et d'autre part, il n'empêche que les régimes démocratiques ne se sont pas construits comme un simple produit de l'économie, mais par le combat politique des gueux. Faisons attention à ce que notre critique de la démocratie actuelle ne se retourne pas contre la démocratie. D'ailleurs, on finit sinon par se demander pourquoi, lorsqu'il est question du communisme, nous penserions qu'il faut maintenir le mot car l'abandon du mot serait l'abandon du projet d'émancipation, tandis que nous devrions nous passer du mot démocratie. Ce que Badiou n'ose pas écrire, mais dont la logique du discours va en ce sens. Non, on ne peut pas laisser ces mots, oui, il y a une bataille sur ces mots. Le suffrage universel, ce n'est pas rien, même s'il n'est ni vraiment le moyen de faire entendre sa voix, ni seulement l'expression d'un consentement que le pouvoir supérieur demande. Il est d'ailleurs l'objet d'un combat constant entre l'oligarchie qui cherche à pérenniser son pouvoir et le combat démocratique. Le pluralisme politique, ce n'est pas rien, et c'est l'objet d'un affrontement permanent. Le droit de faire grève, de manifester, de se syndiquer, la possibilité de désobéir ne sont pas rien. Et ce n'est pas en vain que beaucoup de partisans de l'émancipation ont perdu la vie en combattant pour ces droits. Nous avons devant les yeux le fait que tout cela n'est pas rien, tous ces droits sont combattus sans relâche. Mais on peut aller plus loin, ne pas se contenter, comme je viens de le faire, de rappeler les quelques menus avantages de la démocratie, notamment par rapport au régime autoritaire ou despotique. On peut dire aujourd'hui que la démocratie change de camp. Mais quelle est cette énormité qui consiste à dire que la démocratie change de camp? Pour le dire de manière un peu lapidaire, on peut dire que les capitalistes sont passés dans le camp antidémocratique, tandis que les communistes, les partisans de l'émancipation, sont les démocrates. Un quart de siècle après la chute du mur de Berlin. Mais vu le constat de délabrement que j'ai esquissé tout à l'heure, il faut dire que le problème posé n'est pas de redonner sens au fonctionnement passé de la démocratie. Il n'est pas de revenir aux fondamentaux démocratiques tels qu'ils ont fonctionné avec l'État que j'ai évoqué. Cela serait totalement insuffisant pour une série de raisons que je vais énoncer brièvement sans pouvoir les développer chacune. Une première raison qui conduit à dire que nous devons inventer un nouveau type de démocratie a trait au phénomène de la mondialisation. Au fait que les systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels sont entièrement pris dans des interrelations. L'enjeu est dès lors la mondialisation de la démocratie. Il y a d'ailleurs un combat sur ce point au sein des institutions de l'ONU, malheureusement trop peu en dehors des institutions de l'ONU. Une seconde raison, c'est qu'il n'existe pas de révolte démocratique, pas de nostalgie par rapport au système démocratique d'antan. Il existe beaucoup de désintérêt pour la démocratie telle qu'elle existe. C'est terrible de devoir faire ce constat. Mais pour le moment, c'est la mise à l'écart qui gagne. Et nous devons être inquiets car cela laisse tout le pouvoir aux mains des dominants. Une troisième raison pour laquelle il faut inventer un nouveau type de démocratie, dont la puissance me semble totalement sous-estimée, nous travailler, c'est la suivante. Il existe des potentialités démocratiques et des aspirations démocratiques contemporaines. De quoi s'agit-il? Je citerai le désir des individus de maîtriser leur vie, la sensibilité à la question du libre choix des modes de vie. La volonté de se sentir valorisé est à tort considérée comme seulement représentative de l'égoïsme ambiant.
Et ce qui nourrit ces aspirations, les stimule ou communique avec elles, c'est le mouvement profond d'accès généralisé aux connaissances, à la formation de l'esprit critique et aux outils de partage, d'échange, de confrontation, cette révolution informationnelle qui crée de nouvelles conditions des rapports entre les individus et des rapports entre l'individu et la société. Je citerai aussi les multiples expériences localisées où les gens tentent de prendre du pouvoir sur leur propre vie, la quête de sens collectif, l'intérêt pour les démarches participatives, même si elles ont des limites, des enjeux de reconfiguration de l'individuel et du collectif pour cesser d'opposer les deux. Tout se passe, me semble-t-il, comme si la société avançait plus vite, beaucoup plus vite que les institutions et les approches politiques classiques, rendant obsolètes ces formes démocratiques traditionnelles. Les individus en sont à souhaiter maîtriser pleinement leur vie, et le système politique en est encore à proposer les formes les plus caricaturales d'une délégation de pouvoir qui en réalité le confisque au profit des élites de sachants. On peut d'ailleurs constater l'insuccès des formules classiques de la politique, ainsi que les limites même des formes nouvelles expérimentées jusqu'à présent. Le Front de gauche n'a pas réussi à se muer en dynamique citoyenne, restant un conglomérat d'organisations qui négocient entre elles et viennent chercher la validation des militants puis les voix des électeurs. C'est une conception très classique. Le NPA a tenté une démarche ouverte un temps, mais sa culture d'origine n'a pas accepté d'aller au bout de la logique. Europe Écologie Les Verts a voulu aussi aller vers la société, mais au total, le projet initial a été phagocyté par les enjeux de micro-pouvoir et la culture de groupuscule. Tous sont pris par l'idée de ne pas perdre le pouvoir au profit des citoyens et en définitive, ils n'admettent pas, jusqu'à présent, devoir modifier leur rôle. Cependant, un état des lieux critique de ces expériences ne doit pas nous empêcher de voir qu'au moins les bonnes questions sont sur la table, avec des expérimentations successives. Rien n'interdit de penser qu'à un moment pourrait naître une forme hybride, mieux tournée vers l'avenir et propulsive. Alors, quelles sont les ruptures démocratiques nécessaires concernant l'action et l'organisation politique? Celle avec l'idée de l'avant-garde éclairée, celle du parti guide. Jamais plus on ne pourra envisager que quelques dizaines de personnes concentrent la connaissance, privatisent la capacité stratégique, se placent en avance de la masse des incompétents, car les incompétents ne le sont pas et ne veulent plus l'être. Il faut faire le deuil de l'idée que les citoyens devront suivre comme des moutons ceux qui se pensent illuminés par leur propre intelligence. Mais là encore, on ne peut pas s'arrêter à ceux qui s'attachent à la culture du Parti communiste, à la mise en cause de ces termes, avant-garde, parti guide, d'une histoire particulière, au refus de la discipline de caserne appliquée à la vie politique, avec toutes ces pratiques de dépossession. Le problème est bien plus large. Car ce qui est en jeu, c'est la notion même de représentation. L'assimilation de la démocratie à la recherche de la meilleure manière de représenter ou d'être représenté. Il faut rompre avec notre culture politique, celle du parlementarisme, celle qui place le Parlement, Parlement national ou Parlement local, au centre du dispositif démocratique et l'enjeu institutionnel au centre de la vie politique. On est là aux antipodes de l'idée d'une démocratie déconcentrée, généralisée, d'un partage et de la diffusion du pouvoir où chacun participe à orienter et à décider. Je fais une tentative de tout petit approfondissement à ce propos. Je crois que c'est très compliqué ce que j'ai écrit, mais j'essaie de faire passer l'idée. Cela suppose de se défaire de l'idée d'une institutionnalisation pérenne de ce qui, à chaque moment, peut l'être. Pour qu'il y ait des avancées démocratiques, pour qu'il y ait de la novation, de la transformation, de l'approfondissement démocratique, il faut constamment lutter contre ce qui ossifie. Et tout à l'heure, j'ai critiqué Badiou, mais là, je vais le saluer. Il dit en substance que la représentation, dans les arts, c'est l'académisme, dans la politique, c'est l'État, dans l'amour, c'est l'écrasement de l'amour par la contrainte familiale. Effectivement, à chaque fois que ce qui transforme s'institutionnalise, il y a une menace d'ossification. Bien sûr, les avancées doivent s'institutionnaliser, par exemple pour être généralisées sur un territoire, pour concrétiser l'avancée d'un rapport de force.
Mais pour les partisans de l'émancipation que nous sommes, la question est d'être dans un mouvement critique constant. Alors une porte s'ouvre qui consiste à concevoir que l'action politique consiste en permanence à soutenir le rassemblement libre de ceux qui veulent stimuler l'émancipation et la possibilité d'avancées émancipatrices. Vous voyez qu'on est loin ici d'une simple logique de programme, à faire soutenir et mettre en œuvre. On place au cœur de l'action le mouvement de la société elle-même. Pour cela, il faut clairement se situer dans un autre univers mental que celui de la compétition habituelle entre les partis du système au moment électoral. Il faut être dans le champ de l'expérimentation démocratique. Cela appelle un réarmement idéologique, mais aussi la construction d'un imaginaire commun, réhabilitant certains aspects utopiques. J'en viens à ma troisième partie qui sera plus courte sur la formulation d'une alternative démocratique. D'abord, notre critique de la démocratie actuelle est indissociable de notre volonté de proposer une alternative démocratique, une autre conception de la démocratie. Déjà bien des pratiques, des expériences, des aspirations existent dans la société. Mais qu'est-ce qui peut faire bascule, ou disons faire mouvement pour affirmer un autre discours démocratique? Le premier point qui était en creux de ce que je disais tout à l'heure concerne peut-être le fait de considérer que la démocratie n'est pas, d'abord, histoire de représentation et d'institution, mais affaire de prise en charge par soi-même de ce qui fait la vie de la cité. Cela intègre et dépasse à la fois la question du vote, de l'élection et du mandat de l'élu. C'est une question d'état d'esprit. Commençons par nous considérer nous-mêmes comme aptes à apprendre, à savoir, à dire, à décider, contre toutes les tentatives de spécialiser les savoirs, de les rendre obscurs, de privatiser la décision, de technocratiser les sujets. Face à la représentation-substitution, eh bien nous cherchons l'appropriation de toutes les questions, et portant cela, nous sommes en phase avec les potentialités et les aspirations démocratiques dont j'ai précédemment parlé. Ce n'est pas ni une heure d'être en phase avec la société telle qu'elle change. Ensuite, rendre la démocratie désirable. Là où le système politique aujourd'hui fabrique du désintérêt, du dégoût, en dépit de tous les faux-semblants. Mais on ne peut pas rendre désirable une démocratie qui ne répondrait pas aux enjeux contemporains. Rendre la démocratie désirable, c'est nécessairement se dissocier du système politique. C'est se dissocier de l'action politique des institutions actuelles pour ne pas être pris ni dans les logiques dominantes, écrasantes, ni être assimilé aux formes si largement déconsidérées. Il faut faire appel à ce qui se joue en profondeur pour les personnes, notamment leur motivation personnelle, qui concerne aussi bien leur devenir propre que la société tout entière. Une politique qui n'a pas d'intérêt pour les personnes n'a aucun sens. Elle ne peut être qu'une politique d'injonction, de répression, de culpabilisation, d'embrigadement ou de discipline, contre toutes les aspirations à l'autonomie, à la maîtrise de soi, au partage, aux coopérations. Il s'agit donc de dépasser les formes actuelles de la démocratie et d'instituer de nouvelles formes de démocratie. Prenons très rapidement quelques exemples. Étendre le champ de la démocratie à l'économie. C'est un champ de contestation radicale qui n'est aujourd'hui ni maîtrisé ni investi. On ne parle pas là de faire du syndicalisme renforcé, dans la continuité des traditions de résistance et de défense des acquis ou des droits absolument nécessaires. On parle de la contestation constante du pouvoir des actionnaires et de la propriété des moyens de production, de la légitimité même de la concentration de l'argent et du pouvoir, ce qui va aussi au-delà de la remise en cause des stratégies d'entreprise. Autre exemple, approfondir la démocratie et en changer les formes, et à abandonner notre focalisation sur la représentation pour favoriser la participation. Je crois que sur ce point, j'ai déjà souligné le besoin de déplacer le curseur de la vie politique vers l'appropriation populaire de la politique. Expression reprise de Lucien Sèvres. La question des formes est alors importante, car celles traditionnelles sont fatiguées.
épuisement aussi bien des formes de démocratie participative qui servent finalement toujours à renforcer les élus en place, fatigue de l'éducation populaire aussi, qui élève la réflexion, mais se situe souvent à côté du champ de l'action, là où les individus ont le désir que leur implication ait un impact immédiat. Je cite un troisième exemple, changer le rôle des élus. Les formes classiques d'exercice du mandat de l'élu, dépositaire provisoire d'un pouvoir, apparaissent de plus en plus obsolètes. Alors il y a l'élu presse-bouton, celui qui est censé avoir le bras long et pour lequel on vote afin d'obtenir un avantage. Et puis il y a l'élu notable, auquel désormais une minorité d'électeurs donne quitus pour agir dans le bon sens, le plus souvent dans l'indifférence des programmes, et pour cause, les programmes sont souvent indigents et de plus en plus ils se ressemblent. L'enjeu, c'est que l'élu soit moins un représentant qu'un passeur d'idées, qu'un animateur de débat et de la mobilisation publique, avec un rôle d'alerte et d'interpellation, de contributeur à des espaces politiques locaux ouverts à tous. Encore faut-il pour cela que de tels espaces politiques existent de manière autonome des institutions. Le sens global de ce que j'ai dit, de ces propositions, consiste à prendre à bras le corps la question démocratique, là où on en fait trop souvent une question institutionnelle, en parler comme d'une conception de la société, en s'inscrivant dans un mouvement d'appropriation par tous des pouvoirs. Je dirais pour terminer que cela suppose de s'inscrire sur le temps long, en lien avec les évolutions culturelles profondes dont j'ai parlé, en rupture donc avec la temporalité frénétique des élections. Cela ne veut pas dire qu'il ne puisse y avoir des tournants. S'inscrire dans le temps long ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des tournants, de l'imprévu, des événements, des accélérations, mais cela, bien sûr, ne se programme pas. Merci. Merci, j'ai la 36. Bon, maintenant, nous allons écouter Jean Sèvres, professeur agrégé d'histoire, à la fois historien du temps présent et du temps futur. C'est pour reprendre un petit peu le titre du livre. La presse écrite est pour lui un bon observatoire puisqu'il a étudié systématiquement les articles de 3 journaux, Le Monde, Libération et l'Humanité, pour rendre claires des questions économico-financières et sociopolitiques souvent fort complexes. Nous l'écoutons. Merci. Bonjour à tous. Je vais, pour prolonger ce qu'a dit Gilles, répondre rapidement à la question de l'abstention et ensuite, vous allez voir, par un détour, fournir une réponse qui va probablement vous surprendre et qui me semble être une approche qu'il faut avoir sur l'abstention. Si on pose la question de l'abstention, on peut rapidement arriver à un constat. C'est que si les électeurs ne participent pas aux élections, prennent leur distance avec elles, votent blanc, ou vont même voter sur d'autres pistes, dans d'autres directions, la réponse à la question pourquoi ils s'abstiennent tient, à mon avis, en 3 constatations. D'une part, ils se détournent des politiques qui sont pratiquées aujourd'hui. Ils se détournent des institutions et d'un système dont ils pensent qu'ils ne changent rien à leur vie quotidienne. Et, plus grave, je pense qu'aussi ils se détournent des formations politiques traditionnelles qui, pour une part, ne semblent pas pour eux être capables de changer leur quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une défiance vis-à-vis de tout un système politique et dont la gauche fait partie. Et donc, si cette défiance vis-à-vis de la politique traditionnelle est une hypothèse valable pour répondre à la question pourquoi il y a tant d'abstention, hein, et ce processus est ancien, eh bien alors il faut constater que la gauche, ce qu'on appelle la gauche, au sens large du terme, eh bien, n'est pas à la hauteur des enjeux. Elle n'arrive pas aujourd'hui à convaincre une grande partie de notre électorat, des Français, qu'il y a des solutions. Et donc, si cette affirmation est vraie, elle n'est pas limitée à la France, eh bien, on peut constater qu'à ce moment-là, il faut repenser de façon approfondie la façon d'aborder ces questions. La question n'est pas
uniquement liée à la France, hein, c'est un diagnostic qu'on peut faire de façon plus large. Et pour ne prendre qu'un dernier exemple, lors des départementales qui viennent de s'achever, on arrive quand même à un constat douloureux, c'est que la presse, les médias, peuvent tranquillement affirmer qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 3 formations politiques au plus haut niveau. Et donc toute la gauche critique disparaît. Alors elle n'est déjà pas souvent présente dans les médias, mais c'est quand même un constat terrifiant. Donc comment se fait-il que l'électorat populaire se détourne des partis, d'un système, et considère que la politique ne changera pas leur quotidien? Il me semble que si on veut répondre à cette question, il faut poser des questions simples, fondamentales, qu'on ne pose pas suffisamment. Donc c'est moins une question d'institution qu'une question de fond. 4 questions. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? On parle de crise. Mais crise de quoi? La crise exactement, ça veut dire quoi? On ne pose pas suffisamment souvent cette question. Quel est notre adversaire principal? À qui on s'affronte? Qu'est-ce que nous risquons exactement? Qu'est-ce qui peut se passer dans un horizon plus ou moins court? Enfin, quelle est la perspective qu'on peut s'assigner? Pourquoi on se bat dans la vie politique? Quelle est la fin qu'on s'assigne? La question des fins. À toutes ces questions-là, il me semble qu'il y a aujourd'hui 4 réponses possibles, que je vais hiérarchiser. J'appellerai ça le niveau 0, un niveau un peu plus élevé, et puis ensuite un niveau 2 et un niveau 3, et vous verrez que, de mon point de vue, il faut se situer au 3e niveau pour comprendre l'ensemble des problèmes. Le niveau 0 consiste à dire, voilà, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? On vit une crise, qui est peut-être aussi une crise sociétale, mais d'abord une crise financière, et ma foi, cette crise-là, elle est dans un système capitaliste habituel. Le capitalisme a toujours connu des crises. Et donc, il vit dans la crise, et donc il n'y a pas à s'inquiéter. Cette crise, elle est en train de s'achever, et la preuve, c'est qu'on retrouve quelques frémissements dans la croissance. Donc, on ne critique en rien le système, on considère que la crise, finalement, elle est relativement logique, et dans ces conditions, eh bien, on attend tout simplement le retour de la croissance, et derrière, on nous promet des emplois. C'est ce que j'appelle le niveau 0, c'est-à-dire absence totale de critique de ce qu'on vit, du système dans lequel on fonctionne. Et ce niveau 0, c'est, vous l'avez compris, le niveau de ce que j'appellerais les libéraux. Ceux qui défendent le fonctionnement de l'économie mondiale actuelle. Et c'est évidemment le discours de notre majorité actuelle, celle du Parti socialiste, sans parler de la droite. Ce niveau-là implique de passer... Alors, je vais peut-être le faire comme ça. Si on considère que la crise donc, est normale, à ce moment-là, donc, encore une fois, on essaye de relancer l'activité, de rechercher la compétitivité, et donc on espère ainsi à un moment donné pouvoir retrouver la croissance. Bon. Ce niveau d'analyse est donc terrifiant par son niveau d'aveuglement, dans la mesure où il refuse de constater que si l'on continue comme ça, après quand même la crise, alors je parle évidemment de la crise, il faut préciser, il y a une crise récente qui est la crise de 2008, et puis il y a la crise sur laquelle je vais revenir à plusieurs reprises bien sûr, mais là je parle de la crise de 2008. Chacun, je pense ici, sait bien et le constate que cette crise de 2008, on est maintenant en 2015, ça fait donc 7 années de politique d'austérité qui est pratiquée en France, par la droite et par la gauche, et au bout de 7 années de sacrifices, on nous présente ça comme des sacrifices à faire pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'endettement de la France continue de progresser, on approche les 100% de notre produit intérieur brut, ce qui est quand même assez incroyable, et quant au chômage,
et vous le savez tous, il ne fait qu'augmenter. Donc on peut affirmer sans risque d'erreur qu'aujourd'hui ces politiques d'austérité ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas non seulement parce qu'elles ne permettent pas de retrouver cette soi-disant croissance, mais elles ne fonctionnent pas non plus dans la mesure où même du point de vue des libéraux, on arrive à des risques potentiels très graves. Pour ne prendre qu'un seul exemple, en Grande-Bretagne, à force d'injecter de l'argent frais grâce à la Banque centrale, on arrive à ce qu'on appelle des bulles financières, c'est-à-dire des spéculations dans des domaines précis qui font qu'on s'arrache des produits financiers qui sont, on va dire, des produits financiers qui sont destinés à produire un rendement financier intéressant, et la valeur de ces actifs financiers est en fait surévaluée. Et donc c'est ce qu'on appelle une bulle financière. À un moment où les détenteurs de ces titres vont se rendre compte que finalement ces titres-là sont surévalués, il peut y avoir ce qu'on appelle un crack, et ce crack nous pend au nez. Alors évidemment on peut penser que, on ne peut pas être affirmatif sur le comment dirais-je, le moment où ce crack va arriver, mais on peut être certain que dans les mois ou les années qui viennent, on va se retrouver de nouveau devant un crack financier. Donc, ce niveau d'analyse est donc un niveau qui ne nous amène à rien d'autre que constater une aggravation de la situation. Et donc on comprend que pour beaucoup de concitoyens, le vote dans ce contexte-là, on leur vend cette politique-là, l'abstention est logique. Si on passe donc à un niveau un peu plus élevé, et qu'on constate que ces politiques ne fonctionnent pas, à ce moment-là, on va alors essayer de dire, voilà, le capitalisme, il a été à un moment donné confronté à des crises. Alors, excusez-moi, je fais un petit retour historique, mais je pense que c'est quand même utile. Si on remonte à la crise de 1929, crise gravissime, les gouvernements ne savent pas quoi faire, et donc dans ce contexte des années 30, c'est le chacun pour soi, la crise s'aggrave, on ne trouve aucune solution, et progressivement, de fil en aiguille, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, qui est la fille, d'une certaine façon, de cette crise de 1929. Après la guerre, vu les conséquences dramatiques de cette crise de 1929 non réglée, on décide de maîtriser ce capitalisme, de lui imposer un corset en quelque sorte. On va nationaliser des entreprises, des secteurs clés. On va imposer un nouveau système monétaire dans lequel les monnaies sont étroitement surveillées et tout mouvement de capitaux est également surveillé. Donc les sorties et entrées de capitaux sont sous contrôle. Et surtout, c'est le plus important, on décide par l'impôt de redistribuer les richesses et de créer un État-providence, c'est la sécurité sociale en particulier. Bon. Ce système capitaliste maîtrisé, régulé, va fonctionner pendant 30 ans, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Mais au bout de 30 ans, on constate que finalement, les taux de profit, la profitabilité du capital commence à diminuer. Et à ce moment-là, les libéraux disent, bon, écoutez, là, on va dans le mur, si on continue. Il faut donc, de nouveau, reprendre en considération le fait que l'initiative privée doit être libérée de ses entraves, et il faut surtout faire sauter les frontières. Et on assiste dans les années 80 à une victoire idéologique de ces néolibéraux qui vont convaincre les politiques que pour sortir de ce capitalisme ronronnant mais en déclin, eh bien, il faut à un moment donné envisager la libéralisation générale des structures économiques. C'est-à-dire permettre les entrées-sorties de capitaux, c'est-à-dire revenir sur la nationalisation, et donc privatiser, et puis surtout remettre en question l'État-providence. C'est le triomphe de cette idéologie qui, en gros, arrive dans les années 80 en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais également en France. Du point de vue du capital, on peut affirmer que ces politiques sont un succès.
C'est-à-dire que libéraliser l'économie, le fameux « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative, le fameux TINA de Margaret Thatcher, a fonctionné dans la mesure où on va assister à une extension du capitalisme, à l'émergence de nouveaux territoires, à la mondialisation, et alors avec des soubresauts, à une croissance effectivement retrouvée. Or, cette vision des choses débouche sur des cracks financiers et donc sur ce que j'appellerais un processus particulièrement pernicieux que vous connaissez tous, c'est-à-dire que les profits sont privatisés, mais les pertes sont socialisées. Et donc les États se retrouvent progressivement coincés avec des endettements phénoménaux, et ils doivent assumer cet endettement qui n'est pas le sien, contrairement à ce qu'on affirme, en grande partie ce n'est pas le sien, et donc on arrive en particulier à cette crise de 2017-2008. Donc en gros, mon propos est de dire qu'à ce niveau-là de réflexion, on arrive à ce constat. C'est que si on veut sortir de la crise, il faut de nouveau mettre la bride sur ce système. Il faut lui imposer une re-régulation. Il faut revenir à ce qu'on faisait il y a quelques décennies. Ce qui débouche sur, en gros, l'idée qu'il faut... Alors, excusez-moi d'être peut-être un peu schématique, probablement, mais en gros, on arrive à l'idée qu'il faut défendre l'État et son intervention. Il faut d'ailleurs de nouveau que l'État intervienne davantage dans la vie économique. Il faut défendre les services publics. Il faut créer des emplois par un financement public. Il faut relancer la consommation. Bon. Discours qui est, sauf erreur, quand même celui essentiellement du Front de gauche. Si on en reste à ce niveau-là, c'est-à-dire si on considère qu'on va s'en sortir par ce type de politique, c'est-à-dire en gros, pour résumer, des politiques anti-austéritaires, eh bien je considère qu'on va de fait, de toute façon, dans le mur malgré tout. Ces politiques prises isolément, puisqu'elles sont conçues comme des politiques nationales, ne peuvent pas, de mon point de vue, régler la question. Et donc le Front de gauche reste à un niveau d'analyse qui est insuffisant. Donc, si on ne se satisfait pas de cela, on doit passer à ce moment-là à un nouveau niveau d'analyse, c'est-à-dire qu'on doit monter un petit peu la barre et aboutir à la chose suivante. Alors c'est évidemment là que, on va dire, on peut convaincre, et on devrait convaincre des citoyens, des concitoyens, de se réintéresser à la politique. La crise s'explique d'abord par le fait qu'on assiste à une crise d'un système. C'est une crise du capitalisme, qui n'est pas une crise conjoncturelle liée à un moment donné, mais une crise fondamentale d'un système qui se retrouve confronté à des défis qui n'est plus en mesure de relever. On peut affirmer que le capitalisme est confronté à des difficultés, à des contradictions qu'il n'est plus en mesure de régler. Et donc ce qui est en jeu, ce n'est pas des politiques, ce n'est pas une idéologie libérale, ce qui est en jeu, ce sont des structures, c'est un système qui est aujourd'hui en bout de course. Pour cela, évidemment, il faut argumenter, il faut développer, il faut oser, parce qu'on est dans un contexte où dire cela, tout de suite, vous amène à être contré méchamment et évidemment à ne vous donner aucun droit à vous exprimer. Le sujet est énorme. Je vais donc être très très bref. Quelles sont les contradictions dans lesquelles ce système est confronté? J'en verrai quelques-unes qui, je pense, vont vous convaincre. Comment peut-on imaginer qu'une économie de marché qui dépend de l'offre et de la demande puisse durer dans le temps, alors qu'une partie croissante de nos concitoyens sont exclus en tant que consommateurs, parce qu'ils sont appauvris, parce qu'ils sont au chômage, et que ces inégalités explosent? Comment on peut imaginer qu'un système qui est basé sur le marché puisse durablement vivre avec une partie croissante de la population marginalisée? Je pose la question, est-ce qu'on peut imaginer cela?
il n'y a qu'une seule issue, vu l'austérité actuelle, c'est d'espérer vendre aux autres sur d'autres marchés, exporter, et donc être compétitif. On comprend mieux la logique. Mais elle est à courte vue, c'est-à-dire qu'on n'a aucun espoir pour relancer le système à l'intérieur. On ne vit que sur des possibilités de croissance à l'extérieur. Remarque, les pays émergents, certes, sont des marchés à l'exportation qu'on peut conquérir. On vend des rafales maintenant, quel succès. Mais même dans les pays émergents, les taux de croissance commencent à montrer un certain nombre de signes inquiétants. Et donc, on n'est pas dans le durable. On peut affirmer que l'Afrique pourrait éventuellement demain devenir aussi un continent en développement. Mais enfin, on est quand même dans une perspective où on abandonne purement et simplement le marché intérieur. Deuxième contradiction, comment on peut imaginer que les prix, les salaires, les profits soient définis par le marché, hein, c'est ce qu'on nous présente, on nous vend cette affirmation-là, hein, on a des prix, des salaires et des profits que le marché va définir. Comment on peut affirmer cela alors que dans le capitalisme d'aujourd'hui, on constate que les acteurs sur ces marchés sont extraordinairement puissants. On a affaire à des firmes qui ont des moyens colossaux pour faire jouer ces prix, ces salaires et ces profits dans leur strict intérêt. Et donc croire qu'il y a un équilibre entre la demande et l'offre, c'est se foutre du monde. Il y a aujourd'hui des marchés qui sont complètement aux mains de ces grandes firmes, de cette finance, et donc le marché ne fonctionne pas. On pourrait développer, par exemple, sur les prix dans les hypermarchés ou sur les prix des logements. On voit que ces prix-là ne sont pas des prix de marché, ce sont des prix qui sont artificiellement élevés pour des tas et des tas de raisons. Comment on peut imaginer prétendre que tout le système repose sur la concurrence, alors que tous les jours, toutes les semaines, on apprend que telle ou telle entreprise s'est entendue sur les prix, sur les marchés, alors que l'on voit que dans des secteurs, alors pas tous, ça c'est clair, mais que dans pas mal de secteurs, malgré tout, on arrive à de telles impasses que les entreprises sont obligées de coopérer entre elles, et que la concurrence est tellement ruineuse et inefficace qu'elle doit laisser place à des coopérations élargies. Un seul exemple, comment se fait-il qu'on voit apparaître un peu partout dans les grandes villes, les métropoles, des technopoles, où on voit se concentrer des chercheurs, des entreprises, des universités qui travaillent ensemble, et qui ne sont pas dans une logique de concurrence. Comment on peut imaginer qu'une société ait comme finalité ultime le profit, alors que ce profit est privatisé, et que les pertes, comment dirais-je, on va dire les dettes qui sont générées par ce système sont socialisées, et donc comment on peut imaginer dans la durée des sociétés où ces dettes ne cessent d'exploser. Comment on peut imaginer, sur le plan démocratique, affirmer qu'on est dans des systèmes démocratiques alors que les électeurs, les concitoyens sont éloignés des lieux de décision, etc., etc. En gros, on va dire que le capitalisme aujourd'hui crée et contribue à donner à ces contradictions une ampleur colossale, et il n'est plus en mesure aujourd'hui de les relever. J'en ai oublié une contradiction qui est encore plus évidente. Comment imaginer que le capitalisme puisse prétendre veiller à un développement durable, à préserver notre environnement, alors qu'il le dégrade à une vitesse grand V et qu'il provoque des effets qui sont complètement incontrôlables. Donc, vous voyez, on peut affirmer, avec quand même pas mal d'arguments, qu'on est dans un système qui n'a pas d'avenir. Il est le problème principal. Et si on ne met pas sur la table, dans la vie politique, de façon concrète, ces questions, on a un système qui est irresponsable, qui est criminel et qui nous amène dans le mur. Comment voulez-vous convaincre les citoyens de revenir dans la vie politique? Je pense qu'il faut poser cette question en grand. Aujourd'hui, la question, c'est celle de l'après-capitalisme. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi j'utilise ce terme. C'est-à-dire le dépassement de ce système. Si on en reste à ce niveau d'analyse, qui est déjà un niveau élevé, malheureusement pas toujours au cœur de la vie politique, et on peut le regretter, on peut arriver alors à l'idée suivante.
et qui est souvent dans les têtes. C'est-à-dire que si la crise est d'abord une crise systémique, et ce n'est pas seulement une crise conjoncturelle, alors il faut prendre le pouvoir d'État, et avec ce pouvoir d'État, on va transformer la société. C'est-à-dire qu'il faut passer par une bataille politique qui nous donne une majorité, et à ce moment-là, fort de ce pouvoir d'État, on met en place un programme. J'appellerais cette perspective-là le socialisme. Pour moi, le socialisme, c'est l'illusion de croire, et pour moi c'est une illusion, de croire qu'on peut transformer par en haut, par la conquête du pouvoir d'État, l'existant, et de construire une alternative. Cette illusion tient au fait que le plus souvent, quand on passe par cette stratégie, on considère que finalement les citoyens vont suivre, mais ils ne sont finalement que ceux qui vont donner le feu vert, et donc on délègue une fois de plus à un gouvernement la possibilité de changer concrètement les choses, et on va vers un programme, par exemple, qui va nous parler de la création d'un pôle bancaire public. On nationalise une partie des banques et on crée un pôle bancaire public. Je ne dis pas que ce ne sont pas des solutions, mais il me semble que cette perspective socialiste d'une transformation par en haut, et il faut attendre d'avoir conquis le pouvoir d'État pour pouvoir se lancer, n'est pas suffisant. Ce n'est pas un niveau d'analyse suffisant. Et donc, on va, me semble-t-il, devoir réfléchir encore un peu plus, et donc arriver à un nouveau niveau d'analyse, ce que j'appellerais le niveau 3, c'est-à-dire le niveau qui me semble être le plus satisfaisant pour envisager de convaincre les hommes et les femmes d'aujourd'hui de se réintéresser à la vie politique. Et c'est ce que j'appelle donc une crise qui n'est plus seulement une crise idéologique d'une façon de faire la politique, le libéralisme, qui n'est pas seulement une crise d'un système, c'est beaucoup plus que ça. C'est une crise que j'appelle civilisationnelle. C'est-à-dire, on est en train de vivre la fin de millénaires, de siècles et de siècles, de sociétés, de classes. On est en train de vivre aujourd'hui la crise de ces sociétés de classe, c'est-à-dire une façon d'envisager la société de façon hiérarchique, avec un pouvoir d'État et une classe dominante. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte. Là aussi, parce que le temps est court, je ne verrai que 3 aspects. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2015, un salarié qui, en France, aujourd'hui, est à Bac+2, Bac+3, donc quelqu'un qui est qualifié, qui connaît son boulot, qui a une capacité d'initiative, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, au début de ce siècle, on continue à considérer qu'il faut que ce salarié qualifié attende qu'on l'emploie, qu'il y ait un employeur qui achète sa force de travail et va lui intimer ce qu'il aura à faire? Comment on peut imaginer que ce rapport entre un salarié et un donneur d'ordre, celui qui va l'employer, ce rapport n'est jamais sur la table dans le débat politique? Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans une société où des gens qui sont parfaitement capables d'être autonomes sont obligés d'attendre qu'on les emploie et qu'ils aient un salaire pour un travail qui leur sera commandé? Ce rapport-là est à dénoncer parce qu'il est totalement aujourd'hui décalé par rapport à ce qui se passe. Le monde a changé. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont parfaitement capables de s'auto-organiser, de travailler en coopération, d'inventer des produits, d'inventer des services, d'innover, de chercher, etc., sans qu'il y ait forcément un patron derrière qui leur intime l'ordre, en l'occurrence ici, l'ordre de dégager de la valeur. Donc cet aspect-là est très important, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait aujourd'hui tant de chômeurs. C'est que ces gens-là sont des gens qui ont envie de travailler, mais ils cherchent un employeur. Vous imaginez la perspective d'une société où on imagine que ceux qui veulent travailler est un droit au travail,
question qui a été posée déjà très tôt en 1848, qu'on a complètement abandonnée, et qui est parfaitement légitime, mais je dirais plus, et je terminerai d'ailleurs là-dessus tout à l'heure, elle n'est pas du tout utopique. Ce qui impliquerait évidemment un certain nombre de choses, notamment quelque chose qui est évoqué, qui a peut-être été évoqué ici lors de conférences précédentes, à savoir une allocation universelle donnée à chacun, qui leur permette d'avoir un minimum et d'envisager de s'organiser comme ils veulent et d'être utile dans la vie sociale. Deuxième exemple, comment se fait-il qu'au début de ce siècle, on ait encore des gens qui soient propriétaires de banques, qui soient capables de manipuler des monnaies, qui soient capables aujourd'hui d'être propriétaires d'entreprises dans l'industrie ou dans les services qui sont d'intérêt général. Comment on peut imaginer aujourd'hui que des logiques privatives soient encore dominantes alors que l'intérêt général est en jeu? On le voit bien, par exemple, pour le marché, pour tout ce qui concerne l'eau, et le réseau d'adduction d'eau, on voit que les mairies cherchent à récupérer ces services, et c'est donc bien le signe qu'il y a tout à fait capacité d'être efficace, d'être efficient dans ce secteur, sans passer par des entreprises privées. Donc ça pose la question du droit de propriété, qu'il faut remettre en question, ou du moins l'idée d'une confiscation de ce qui finalement nous appartient, de ces biens communs, qui sont donc dans une logique privative, exclusive, exploitée pour dégager du profit. Alors que la question qui est posée, c'est que on va dire que la contradiction entre les intérêts particuliers et l'intérêt général est telle qu'il faut aujourd'hui que ces entreprises-là soient, alors soit quoi, elles soient, en tout cas, on se les réapproprie. Alors ça pose des tas de questions, mais en gros l'idée c'est qu'il faut se les réapproprier. Donc, si vous voulez, ce qui est en jeu, c'est la domination d'intérêts privés, c'est l'exploitation des individus, et quand on pose ces questions-là, et est-ce qu'on les pose? Est-ce qu'on les pose? Eh bien, je pense que vous suscitez, même chez des jeunes qui commencent déjà à vivre ces rapports-là, je pense que vous pouvez susciter chez eux l'intérêt, à une condition, et évidemment, ça sera mon dernier propos, c'est évidemment la réponse immédiate qu'on va avoir, tout ceci est utopique. C'est de l'utopie. Alors moi, je voudrais dire à ceux qui pensent que c'est de l'utopie, je voudrais leur demander comment il est possible que dans la France du XXIe siècle, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est devant nous, chacun peut le constater, comment on peut considérer que des dizaines de milliers d'ouvriers, aujourd'hui, ont récupéré leurs entreprises, leurs machines, et font vivre ces entreprises dans ce qu'on appelle des scopes, et que ça marche, que ce secteur qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est plus large, s'élargit, certes pas à un rythme impressionnant, mais quand même, et ça fonctionne. Comment on peut expliquer que des chercheurs de très haut niveau, des scientifiques, aient perçu l'intérêt pour eux de communiquer entre eux, de se passer le fruit de leur recherche, donc d'établir, parce que c'était vital, un réseau utilisant des ordinateurs connectés pour pouvoir se communiquer le fruit de leurs travaux et permettre à chacun d'avancer de façon plus efficace. Si l'autre a trouvé quelque chose, on communique à l'ensemble de la communauté ce qu'il a pu avancer, et donc c'est le début de ce qu'on appelle Internet. Comment on peut expliquer que des citoyens s'échangent des voitures, s'échangent des appartements, s'échangent leur équipement, s'échangent des savoir-faire? Est-ce que ça, ce n'est pas de l'après-capitalisme, dans une logique qui n'est pas une logique privative et qui n'est pas dans une logique de concurrence? Comment on peut expliquer que des millions de retraités, qui sont eux libérés de ce travail aliénant, qui sont libres, s'investissent de façon bénévole dans des associations et jouent un rôle moteur dans la vie politique, culturelle, sociale, etc. Comment on peut expliquer que des citoyens aient inventé des circuits courts qui permettent de relier des agriculteurs à des consommateurs, et de façon parfaitement efficace?
Comment on peut expliquer que d'autres aient inventé ce qu'on appelle le commerce équitable, qui permet de lier des producteurs étrangers, en quelque sorte, éloignés, de travailler dans des conditions décentes, de pouvoir un travail rémunérateur qui leur permette de financer l'éducation de leurs enfants, et qu'on leur permette de commercialiser leur production, par exemple le café, et qu'on mette en place tout un réseau qui permette ensuite, ici, d'acheter ce produit, certes à un prix peut-être plus élevé, mais à un prix, entre guillemets, équitable, juste. Tout cela sans l'intervention de l'État, même si l'État joue un rôle. Au départ, c'est une initiative citoyenne. Comment on peut expliquer que des communs voient le jour? L'encyclopédie Wikipédia. Comment on peut imaginer que ce qu'on appelle aux États-Unis les makers vous permettent de fabriquer n'importe quoi avec une imprimante 3D? Et donc on vous donne simplement le logiciel et la façon de fabriquer, et vous avez, par exemple, vous êtes handicapé, vous avez besoin d'une prothèse, eh bien vous imprimez votre prothèse. Comment on peut expliquer que dans certains pays, alors vous allez me dire l'exemple n'est peut-être pas forcément probant, mais comment on peut expliquer que dans certains pays, on envisage de créer un salaire minimum qui n'existait pas, par exemple en Allemagne, et ce salaire minimum pourrait très bien, d'une certaine façon, être transformé en une allocation à un niveau suffisant pour permettre à tout individu de vivre décemment et de penser sa vie, d'organiser sa vie telle qu'il l'entend. Remarque, on pourrait dire, il faut en profiter pour ne rien faire. Je vous rappelle, vous le savez probablement, que dans certaines entreprises, les patrons, alors évidemment pas dans quelques-unes, les employeurs leur proposent à leurs salariés, de choisir la quotité et le calendrier de leurs vacances. Donc on a des salariés à qui on dit voilà, vous voulez partir, vous voulez vous aérer, vous voulez changer d'horizon, et bien vous choisissez le moment, le nombre de jours, et on vous fait confiance. Si on arrive à ce type de relation dans une entreprise, on peut imaginer qu'on pourrait élargir ce type de relation dans toutes. Donc vous voyez, je pense que là, je vous ai cité un certain nombre d'exemples qui montrent que cet après-capitalisme, il est là. Il est en gestation. D'autant plus qu'on passe dans une société qu'on appelle une société de la connaissance, où on gère de plus en plus, on travaille à partir de savoir. Et dans ce contexte-là, envisager un après-capitalisme est tout à fait possible. Ce n'est pas de l'utopie, parce que c'est déjà là. Certes, ce n'est pas toujours convaincant. Certes, ça peut être récupéré par le capital, et malheureusement, ça arrive. Mais c'est là, devant nous, et c'est ce qui me permet de raccrocher au sujet. J'ai appelé ça des futurs présents. C'est-à-dire que ces citoyens, peut-être s'abstiennent, ce sont peut-être des abstentionnistes, mais ils sont là, dans ces activités diverses et variées, ils s'impliquent. Ils ont compris que, finalement, la politique n'était pas forcément le moyen de changer la vie, et donc ils le font très concrètement, dans ce genre d'initiative. Ils sont des dizaines de milliers à s'impliquer dans ce type d'initiative, et c'est relativement rassurant. Néanmoins, il faut reconnaître que tout ceci ne remet pas en question le système, que ça reste marginal, que tout ceci peut laisser sceptique. Il n'empêche que, de mon point de vue, on a des points d'appui sérieux, et surtout, on a donc futur présent, c'est-à-dire on a de l'après-capitalisme objectivé, c'est-à-dire il est là, on ne peut pas le contester. La politique, aujourd'hui, doit reposer des questions de fond. Il faut arrêter d'aborder la question sous la forme d'organisation, sous la forme... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aborder, mais il faut d'abord commencer par gagner la bataille des idées et montrer qu'aujourd'hui, si on est confronté quotidiennement à des difficultés croissantes, eh bien c'est d'abord parce qu'on est dans un système qui a fait son temps. Et tant qu'on n'aura pas gagné sur cette idée fondamentale, il faut passer à l'après-capitalisme, eh bien, on aura comme humiliation suprême
d'être des gens qu'on ignore, et on risque. Alors on risque quoi? De mon point de vue, on risque une conflagration, c'est-à-dire une crise qui dégénère en quelque chose qu'on ne pourrait plus maîtriser. Une crise qui démarrerait, elle peut démarrer sur 4 terrains. On peut assister à une crise financière, c'est un nouveau krach, et là, ça pourrait faire très mal. Si on entrait dans une nouvelle crise avec de nouvelles pertes financières colossales, et donc comment on gérait ça? Je rappelle souvent, rappelez-vous ce qu'ont connu les Argentins en 2000, l'effondrement de leur monnaie, les retraites, les pensions disparues, tout ce qu'on avait mis de côté disparaît, une situation chaotique, dramatique. Est-ce qu'on est à l'abri de ce genre d'évolution? Un système par répartition nous permet, en principe, de ne pas connaître ce scénario, mais quand même. Alors je pense que ce krach financier nous pend au nez, mais ce n'est pas le plus grave. On a une crise sociale qui est gravissime, avec une désespérance et des situations quotidiennes pour beaucoup de nos concitoyens qui est vraiment insupportable. Il y a la crise politique dont on a parlé, qui peut déboucher sur pas mal de choses, des choses positives ou des choses négatives. Et puis il y a la crise environnementale qui malheureusement nous met dans un long terme. On voit les choses, mais ça évolue lentement, et donc on peut se dire qu'on a toujours le temps. Quel que soit le niveau, à un moment donné, toutes ces crises économiques, sociales, politiques et environnementales, ça va faire boule de neige, et donc on se retrouve dans des situations où on peut, à la limite, ne plus contrôler les choses. Le risque, dans ce contexte-là, et c'est important de le dire, c'est qu'on se retrouve devant un chaos où la classe dominante, qui est une classe parfaitement consciente de ses intérêts, que j'appelle une hyper-bourgeoisie parce qu'elle est mondialisée. Je vous rappelle que les entreprises du CAC 40, elles sont contrôlées par des capitaux étrangers, pour l'essentiel. Cette hyper-bourgeoisie se disent que dans ce contexte de chaos, eh bien, il va falloir serrer la vis, et donc il va falloir aller vers un régime. Alors le rêve, c'est le régime chinois, c'est-à-dire un régime autoritaire. Le risque, c'est qu'on se retrouve dans une dictature qui n'est pas celle du Front National, mais celle du capital. Et pour une part, encore une fois, c'est un futur présent, c'est-à-dire que cette dictature, elle est déjà là. Et je peux vous dire que pour remettre en question ce pouvoir-là, il va falloir rassembler beaucoup de monde. Elle ne sera pas facile à déstabiliser. Le risque, c'est ça. C'est qu'on se retrouve dans un système bloqué, contrôlé, et face auquel il va falloir faire des efforts considérables pour le remettre en cause. L'autre possibilité, bien sûr, c'est la possibilité de rassembler largement et de faire prendre conscience que dans le contexte actuel, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule solution. La seule solution, c'est de sortir de ce système et d'en inventer un autre de différentes façons. Là, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, notre seul avenir, c'est dans le dépassement du capitalisme. Sinon, et bien encore une fois, on risque de se retrouver dans une dictature qui est déjà là et qui est déjà bien puissante. Voilà.